Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre débat politique. Comme chaque lundi à 20h15 dans l'émission Débat News, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Et bien sûr, la semaine dernière, l'actualité qui a fait le plus de bruit, c'est les terroristes à Jbel Sharab. Et nous allons revenir sur un angle un peu plus économique, mais aussi politique. Et justement, pour discuter de ça, nous recevons ce soir sur notre plateau Monsieur Mehdi El-Beaï, membre du bureau politique du parti El Jumhouri. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes aussi, entre parenthèses, pilote de ligne à Tunissair, ce qui pourra peut-être vous aider par rapport à la saison touristique, etc. On reviendra sur ça. Et Monsieur Mourad El-Hattab, vous êtes expert en gestion des risques financiers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va débattre sur deux grandes questions. On va essayer d'y répondre. Quelles sont les attitudes des partis politiques vis-à-vis des événements de Jbel Sharab? Ça, c'est la première question. Et la deuxième partie, si on peut dire ça comme ça, de l'émission, quel est l'impact des événements de Jbel Sharab sur l'économie nationale? Alors, on commence. Quelles sont les attitudes des partis politiques aujourd'hui vis-à-vis des événements de Jbel Sharab, selon vous? Merci pour l'invitation. Je crois que le sujet que vous avez choisi est extrêmement important. Pas uniquement parce qu'il est d'actualité, mais c'est un sujet qui concerne tous les Tunisiens. Donc nous, au parti au Jumhouri, on est clair là-dessus. On considère que le terrorisme existe en Tunisie d'abord, et que c'est un des problèmes. Il existe depuis longtemps ou il existe après le 14 janvier beaucoup plus intense? Disons qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé depuis le 14 janvier, vu la faiblesse de l'État au niveau sécuritaire, on peut considérer que le terrorisme est un des risques majeurs, est un des problèmes majeurs que la Tunisie et tous les Tunisiens, c'est ça qui est important, c'est que le terrorisme concerne tous les Tunisiens, donc c'est un des risques majeurs pour le pays. Donc je tiens à signaler qu'au départ, j'étais invité pour l'émission, je pensais avoir un représentant des Ligues de protection de la Révolution avec moi. Ouais, ils ont refusé de venir aujourd'hui, donc c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur choix, et en tant que démocrate, je respecte les choix de chacun. Malheureusement, je trouve ça, malgré tout, je trouve ça regrettable de ne pas avoir donné. J'aurais bien aimé entendre ce qu'il a à dire. En tout cas, en ce qui concerne le parti Jumhouri, nous sommes clairs là-dessus. Nous considérons que la stabilité du pays est une des composantes essentielles pour pouvoir arriver à un pays démocratique. C'est notre but, c'est l'objectif du Jumhouri, c'est arriver à un pays démocratique pour ainsi essayer en tout cas de régler les problèmes importants du pays, qui sont au sein du Jumhouri. Nous considérons que l'économie, le chômage et la sécurité sont les points importants sur lesquels on doit travailler tous ensemble. Alors, les élections arrivent, je pense que c'est quand même un point important. On voit que ce phénomène de terrorisme sur la frontière tuniso-algérienne, on a vu qu'il y a 40 terroristes qui sont rentrés récemment de nouveau. Ils sont je pense, au Kef, à Jandoub et aussi à Charambi. Alors, quelle est l'attitude des partis politiques? Alors, bien sûr, par rapport à Jumhouri, quelle est votre attitude par rapport à ça, que les élections arrivent? Et le parti au pouvoir, la Troïka, finalement, la Troïka bis, si on peut dire ça comme ça. On a entendu des déclarations il y a à peu près 12 mois de ça que Ali Araïr avait dit que nous allons rentrer dans un conflit inévitable avec les salafistes. Est-ce que ça joue un rôle important aujourd'hui, le fait que ces événements à Charambi, est-ce que ça peut porter un détour ou porter un coup de massue sur les élections qui arrivent assez vite quand même? Tout à fait, tout à fait. Je suis heureux d'entendre ce que le ministre de l'Intérieur, enfin l'ancien ministre de l'Intérieur et maintenant le nouveau Premier ministre a dit. Il est évident pour nous qu'on ne peut pas avoir une transition démocratique si les problèmes sécuritaires persistent. Et quand je dis les problèmes sécuritaires, il n'y a pas uniquement les problèmes de Charambi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'actualité et que c'est extrêmement important, mais la semaine dernière à Mednin, dans la région de Mednin, on a découvert du TNT. Qu'est-ce que ça fait là? On sait que, et ça a été dit par le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel... Mohamed Ali Aroui. Mokhtar Ben Nasser. Mokhtar Ben Nasser, le colonel, oui. Oui, le colonel Mokhtar Ben Nasser a bien dit qu'il y avait des armes qui tournaient dans le pays. Donc là, ce n'est plus des rumeurs, c'est l'actualité. On sait qu'il y a des armes, on sait qu'il y a des gens qui sont entraînés, des armes et on voit de la violence. Donc tous ces ingrédients-là sont présents et malheureusement, jusqu'à présent,
l'État n'a pas réussi à contenir cette violence. Monsieur Mourad Al-Hattab, par rapport, je sais que vous êtes plus dans l'économie, dans la finance, tout ça, mais par rapport à ce qui se passe à Jebel Chrambi, grosso modo, vous, en tant qu'expert en gestion des risques financiers, quel est votre point de vue sur les partis politiques, l'attitude des partis politiques? Écoutez, l'attitude des partis politiques, certainement, il y a une convergence par rapport au fait que le terrorisme est un facteur d'instabilité majeur. Et pratiquement tout le monde a exprimé son opinion par rapport à ça. Sauf que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que le terrain du terrorisme était déjà préparé depuis longtemps, notamment depuis les dernières élections. Le 23 octobre. Entre autres, oui. Et les indicateurs d'alerte précoce étaient très visibles, mais aucune personne n'a bougé par rapport à ça, d'autant plus que le problème, c'est que ceci a été signalé par des observateurs internationaux, en l'occurrence l'International Crisis Group, en l'occurrence les maisons de rating, etc., la COFAS, etc., qui classent actuellement la Tunisie comme étant le pays de tous les risques. On peut voir ça sur les sites. Donc, sur le plan du terrorisme, je pense que le terrain, déjà, il est très favorable pour que ce phénomène se développe davantage et pour que ce phénomène pose plusieurs catégories de risques dans la cartographie globale sur laquelle on travaille généralement. Pour poser des défis. Je reviens à peu près sur les conclusions d'un rapport qui a été fait par une organisation internationale qui s'occupe des événements en Tunisie, notamment les événements récents. Il y a donc une amplification du phénomène salafiste, et de son évolution en Tunisie. Il y a aussi une localisation claire et nette, visible même dans les rues de Tunis, de réseaux salafistes. Des cellules. Réseaux, même réseau, carrément. On peut parler de réseau. C'est encore plus grand, quoi, que des cellules, c'est des réseaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Cellules, c'est autre chose. Il y a aussi... je pense que le gouvernement actuel a donné une légitimité juridique pour quelques disons, franges salafistes, et ceci a eu des impacts très négatifs. Sur tous les plans. Sur tous les plans, bien évidemment. On a constaté qu'il y a une récurrence de l'intégration des prêches et des noms donc inconnus en Tunisie de par leur mode de vision des choses, ce qui a en quelque sorte troublé et modifié toute la configuration donc socio-économique en Tunisie, et il s'est répercuté d'une manière très mauvaise sur le climat des affaires, sur les investissements. Actuellement, on est en chute de 25% au niveau du premier semestre en termes d'investissement. Les répercussions sur la saison touristique, on n'en parle pas. Bon, on va y revenir. Et on a remarqué aussi que actuellement, le mot extrémisme djihadiste n'est plus un mot tabou, c'est un mot qui revient et qui ne pose pas vraiment une inquiétude, c'est-à-dire majeure auprès des autorités. On parle de Jebel Chrambi comme si c'était des groupuscules qui font en quelque sorte qui font quelques mouvements pour localiser juste sur cette base de 70 km². Du gouvernement Al-Gasrine. Mais il faut pas oublier que le risque terroriste est un risque systémique, c'est-à-dire qu'il touche tout le système, c'est-à-dire du moment où il y a des cellules, où il y a un mouvement, et du moment où on ferme parfois les yeux sur ça, bien sûr, les répercussions pourraient se voir par la suite sur des attaques, en termes d'attaques sur des infrastructures vitales pour le pays, sur des choses vitaux, entre autres les grandes surfaces, etc. Donc ça peut toucher la société dans son fond. Et actuellement, le risque y est, et on doit accepter ce risque. Et si on accepte un risque, bon, je reviens juste pour définir qu'est-ce qu'un risque terroriste. Un risque terroriste, c'est un risque technique.
et un risque technique dans la mesure où c'est une probabilité de la survenance d'un événement majeur qui pourrait avoir des répercussions très négatives sur une organisation. Et ce risque, bien sûr, doit être évité, doit être quantifié avec des modèles bien définis sur lesquels travaillent les assureurs, travaillent beaucoup de monde là-dessus, les chercheurs, etc., et doit être couvert. Actuellement, je pense qu'on n'a pas une stratégie. On n'a pas, quand vous dites on, c'est-à-dire le gouvernement n'a pas de stratégie. Et on n'a même pas accepté qu'il y a un risque terroriste. Le gouvernement n'a pas de stratégie. On est donc dans l'hypothèse H0. Donc, on doit passer à une hypothèse H1, c'est-à-dire on doit accepter pour éviter, pour quantifier, pour couvrir. Les répercussions, bien sûr, je vais en revenir là-dessus, sont des répercussions très graves parce que la Tunisie n'est pas un pays immunisé et n'est pas un pays qui a une expérience dans ce créneau de gestion de crise de terrorisme. D'autant plus, il faut dire que depuis les dernières élections, on a remarqué, on a constaté une dislocation des institutions, en quelque sorte une implosion. Donc les institutions ne sont plus incluses. Donc la coordination, etc., n'a pas été bien faite, que ce soit pour des raisons, bien sûr, voulues ou par... Voilà. Très bien. Monsieur Mehdi, donc, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec Monsieur Moulad Hattab? Je partage tout à fait ce que vient de dire Moulad. Est-ce que vous pensez, selon les chiffres qu'il a dit quand même, on a l'impression que la Tunisie, on est vraiment dans l'impasse totale. Est-ce que c'est le cas sur le terrain? Est-ce que c'est le cas où... Tout à fait. Il faut se poser les bonnes questions. Parce que le constat que vient de donner Moulad est correct. Je le partage également et je suis tout oui parce que tout simplement c'est mon constat également. Par contre, il faut rappeler, premièrement, le terrorisme n'est pas tunisien. Ça, c'est important de le dire, pour que les gens sachent. Les Tunisiens ne sont pas des terroristes. Ça, c'est extrêmement important. Politiquement, nous n'avons pas vécu ce qu'ont vécu nos frères et amis algériens. Donc, ça, qui ont beaucoup plus de terrorisme et d'expérience terroriste. Exactement. Le terrain est favorable. Ça, c'est le deuxième constat. Le terrain est favorable parce que l'État est faible. L'État est faible, d'accord. Mais quels sont les plans? Qu'est-ce qui a poussé à ce que le terrain soit favorable? Est-ce que l'État qui nous gouverne actuellement, élu, rappelons-le quand même, qu'a-t-il fait pour pouvoir résorber ce problème qu'on le sentait venir? On savait qu'il allait venir, il était inéluctable. Rappelons-nous qu'avant le 23 octobre, il y avait un État qui n'était pas élu, mais qui a réussi à contenir ce terrorisme, la sécurité, que ce soit au niveau terrorisme ou la sécurité intérieure du pays. Car c'est vrai, aujourd'hui, nous parlons tous de terrorisme, mais il y a également la sécurité intérieure du pays. Le fait de pouvoir... parler du gouvernement de Béji Caïd Sebsi. Je parle du gouvernement de Béji Caïd Sebsi, je parle des ministres qui étaient au sein du gouvernement, qui ont préparé des plans, qui ont fait des actions, qui ont essayé de contenir le problème. Et je parle également de la sécurité intérieure du pays, où aujourd'hui, les Tunisiens et les Tunisiennes ont peur de sortir de chez eux. Hier encore, j'étais à Jbal Jloud, c'est un quartier défavorisé de Tunis, où les dames ne sortent plus après 14h l'après-midi. Donc, terrorisme, sécurité intérieure, l'État est faible, que se passe-t-il? Et les habitants ont peur. Les habitants ont peur, que ce soit dans les capitales ou dans les régions. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Où est-ce qu'on va comme ça? Est-ce qu'au Jomhuri, vous avez eu des réunions avec d'autres partis frères, enfin des partis alliés plutôt? Comment ça se passe? Parce qu'on aimerait bien savoir l'attitude aujourd'hui des partis politiques en général vis-à-vis de cet événement extraordinaire, entre guillemets, des événements terroristes à la montagne Charambi, qui est, heureusement, entre parenthèses, dommage que ce soit sur les terres tunisiennes, mais qu'en serait-il si ça serait pas loin de la capitale? Là, on est à Gasserine. Mais si ça aurait été à Jbel Jloud, est-ce que ça aurait été de la même manière? Est-ce qu'il y aurait peut-être eu plus de sang? Comment ça se passe? Tout à fait. Quelle est l'attitude des partis politiques? Aujourd'hui, nous sommes arrivés au constat que cela peut arriver partout. Ce n'est pas pour faire peur que je dis ça. Honnêtement, je ne le souhaite pas. Personne ne souhaite ça. Personne ne le souhaite, et on est tous unis là-dessus. Il n'y a pas de problème. Par contre, nous, ce qu'on fait au niveau de l'Union pour la Tunisie,
car aujourd'hui le Jumhuri a décidé... Allié avec le Massal, avec le Détours... Voilà, pour une alliance politique et électorale. Donc on est en train de travailler dessus. Donc quand on dit une alliance politique, c'est bien sûr avoir des avis partagés et discutés. Donc la dernière réunion qui a eu le mardi matin, cette réunion a permis de mieux comprendre la scène politique. Les avis qui étaient très proches, ils n'étaient pas si loin que ça. Donc ça a permis de mieux trancher et de... Écoutez, politiquement, aujourd'hui, s'il y a un parti politique qui n'est pas d'accord avec le fait que le constat est là, qu'il y a du terrorisme en Tunisie, qu'il y a un véritable risque et que nous devons tous mettre la main dans la main pour pouvoir justement arriver à résoudre ce problème. C'est un problème qui concerne tous les Tunisiens. Et bien là, à ce moment-là, c'est plus un parti politique, c'est un ennemi de la Tunisie. Une question, juste une question avant de vous donner la parole, M. Mourad Khattab. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a entendu que le chef du gouvernement avait refusé l'aide des Algériens pour intervenir dans les terres tunisiennes pour rattraper les terroristes, est-ce que c'est une bonne décision qu'il a prise ou pas, selon vous? Je n'étais pas au courant de cette décision, mais à chaud comme ça. Personnellement, je considère que c'est une décision... Alors, il faudrait peut-être qu'il nous explique pourquoi, parce que quand même, une décision pareille, à première vue, ça n'a pas l'air d'être une bonne décision. Tout simplement, quand vous avez un allié stratégique, qui est l'Algérie, cet allié qui a une grande expérience, malheureusement pour lui, une grande expérience dans le terrorisme, refuser de l'aide, quelle qu'elle soit, contre l'ennemi du pays, car je considère que les terroristes sont des ennemis du pays, à première vue, c'est une décision qui n'est pas bonne. Peut-être qu'il y a eu des conditions et à ce moment-là, il devrait s'expliquer. M. Mourad Khattab. Oui, écoutez, je vais juste faire un petit commentaire sur la décision de M. Ali Larif. Écoutez, en matière de gestion de risque, on est toujours en connexion avec la gestion des crises. Maintenant, ce que je constate, c'est que généralement, on a trois manières pour gérer une crise. Ou bien, on amplifie la crise. C'est-à-dire on donne la dimension réelle de la crise et on agit là-dessus à travers des plans de contingence, à travers des scénarios, à travers des cellules de crise qui fonctionnent normalement. Malheureusement, on n'a pas actuellement des vis-à-vis médiatiques, des cellules de crise bien structurées qui informent le citoyen de ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Et il y a une deuxième manière de gérer la crise qui est la déviation. Je pense que c'est l'attitude de M. Ali Larif. Il a voulu dévier. Il a voulu dévier. C'est-à-dire, M. Ali Larif, il a voulu, disons, minimiser l'impact de cette crise. Stratégie politique, alors. C'est une stratégie politique, bien évidemment. Et si on dévie une crise, c'est qu'on ne résout pas une crise. Et c'est qu'on... C'est un peu faire l'autruche. Voilà, c'est d'une manière ou d'une autre, on essaye de contenir la crise pour, disons, des raisons de souveraineté, entre guillemets, mais l'essentiel, c'est que pour des... Et, écoutez, je suis presque sûr, c'est que les Algériens, avec les frontières que nous avons avec eux, des milliers de kilomètres, ne sont pas quand même aveugles par rapport à la situation qui se passe. Tout à fait. Même pas les Algériens. Il y a même des gens qui suivent ce qui se passe en Tunisie d'heure à heure. Il y a une troisième stratégie de la gestion des crises, c'est l'étouffement. Maintenant, on ne peut pas étouffer. Étouffement, ça veut dire censurer, quoi, ne plus parler du tout de ça. L'étouffement, c'est une vieille méthode. Vieille méthode, c'est un vieux classique du KGB, comme on le dit. C'est-à-dire, voilà, on n'a rien, on a tout va bien, la vie est belle. Bien, voilà. Bon, à l'époque de Ben Ali. Maintenant, on n'est pas. non, mis à part Ben Ali. Maintenant, ce que je vois, une crise, lorsqu'on la dévie, on doit tracer la trajectoire. De la déviation. De la déviation. Mais si on n'a pas les moyens de tracer la trajectoire, et surtout, gérer des crises de terrorisme qui ont un impact systémique, c'est-à-dire un risque pays, un risque sectoriel, et un risque sur toute la sphère économique et sociale. Je vais donner quelques chiffres. Voilà, là, on est rentré dans l'impact des événements. Qui seront un peu choquants. Et lorsqu'on est dans un pays qui n'est pas immunisé du tout, presque. Donc là, même si on refuse l'aide des Algériens, les Algériens, quand même, vont intervenir d'une manière ou d'une autre, et rien que pour être des observateurs. Et les Algériens ont intérêt
un intérêt stratégique même de se couvrir contre ce risque et de suivre la situation de très près. Donc, que ce soit on a accepté ou on n'a pas refusé, l'attitude des Algériens, à mon sens, elle ne veut pas changer, surtout que les Algériens sont des stratèges. Ils ont donc eu une expérience assez enrichissante pour eux, hein, il faut le dire, hein, l'expérience donc avec le terrorisme, et ils ont pu disons, cerner les contours de ce phénomène, mais l'attitude tunisienne est une attitude qui ne fait que consacrer le flou. Maintenant, je peux vous l'affirmer, la Tunisie est le pays de tous les risques, de toutes les crises. Ça, c'est le scoop que vous m'avez dit. Ah oui, entre autres, oui. Non, le scoop, non, c'est autre chose. Pourquoi? D'abord, si je reviens à la COFAS, la compagnie française de l'assurance du commerce extérieur. Maintenant, la COFAS, sur son site internet, il est accessible, c'est du PI, Public Information. Il donne des conseils par rapport aux investisseurs et par rapport aux gens qui ont des transactions bancaires en Tunisie. Il faut faire attention, écoutez, ouvrir une lettre de crédit avec un montant assez élevé, il y a un risque de non-recouvrement, il y a un risque de retard de paiement, etc. Donc on commence à tirer les sonnettes d'alarme en Europe. Idem pour certains autres organismes qui ne s'occupent pas d'une manière précise, mais je sais qu'il y a des institutions financières internationales ici en Tunisie qui distribuent à leurs employés chaque 4 heures un bulletin de sécurité. Quelle rue il faut fréquenter, quelle rue il ne faut pas fréquenter. Donc écoutez, tout le monde est au courant. Et le fait de maquiller une situation ou de dévier, ça c'est la pire stratégie qu'on peut adopter dans un contexte brûlant. Et les gens qui sont à Chaanbi, ils ne sont pas pour faire du footing, hein. Ils sont là pour préparer, ils sont installés pour des mois et des mois, et ils ont toute une logistique, et certainement, ça va aboutir à quelque chose. D'autant plus que ces gens-là ont été observés, que ce soit par les habitants, par les indicateurs, par les gardiens de forêt, etc. Et je ne sais pas quel était le sort des comptes rendus qui ont été donnés à l'époque, depuis des mois et des mois. Le Tunisien n'est pas terroriste, mais le Tunisien n'est pas un terroriste par nature, hein. Écoutez, bon, moi, avec tout le respect que j'ai pour votre pertinence et votre intelligence, toute personne peut devenir un terroriste, hein. Il suffit de le formater, hein, par 2 ou 3 un lavage de cerveau. Écoutez, aujourd'hui, on a en Syrie un réservoir de terroristes, et je ne sais pas quel est le sort. 12 000 Tunisiens. Quel est le sort si ces gens-là vont revenir, et certainement la Syrie peut, dans une raison, dans une logique, disons, d'affaissement, elle peut rapatrier ces gens-là dans l'Afrique du Nord pour pourrir la situation qui est déjà pourrie. Donc, grosso modo... Entre parenthèses, il paraît qu'un des tueurs, enfin le tueur de Chokri Belaïd se trouve avec les terroristes à Jebel Chaambi. Tout à fait. Exactement, mais je suis totalement d'accord. Donc, mais je vais répéter quand même, hein, le Tunisien n'est pas terroriste. Après, pourquoi, à votre avis? Parce que le Tunisien, son caractère habituel, ce qu'on sait de lui, ce qu'on voit tous les jours, n'est pas dans son caractère, il n'a pas réellement une envie de terrorisme. On n'a jamais vu en Tunisie, à part à Soliman, ce que vous avez dit est pertinent. C'est-à-dire que vous avez tout de suite, quand vous avez parlé du Tunisien, vous l'avez envoyé en Syrie. Mais écoutez, le vendredi en Tunisie, le vendredi, Tunis, ça devient à peu près Kandahar. Moi, en venant... Non, écoutez, soyons honnêtes et sincères. Maintenant, lorsque j'ai pris la route pour venir au studio, j'ai vu 3 ou 4 camionnettes pick-up où des barbus, c'est-à-dire lèvent le drapeau d'Al-Qaïda. Il y a des barbus qui sévillent maintenant à Hammamet. C'est-à-dire, écoutez, la nature humaine, elle est très imprévisible, que ce soit tunisienne ou autre. C'est-à-dire, un criminel, d'une manière générale, n'est pas nécessairement né criminel, mais il peut naître criminel. Là, c'est une logique philosophique tout à fait différente. Moi, par rapport à moi, et je partage votre avis très édifiant,
il ne faut pas avoir une vision stéréotypée. Le Tunisien, c'est quelqu'un de calme, qui aime la chicha, qui aime le football, etc. On a des gens très normaux, comme vous et moi, et du jour au lendemain, ils ont basculé dans l'autre côté de la rive. Tout à fait. Je vais vous dire plus que ça. Et c'est une boule de neige. Écoutez, on a commencé avec 400, nous sommes avec 12 000, nous sommes avec des milliers. Maintenant, on peut se promener, donc, si vous voulez, un vendredi dans les quartiers même chics de Tunis, et on voit vraiment une ville méconnaissable il y a 2 ans. Non, bon, Simounette, soyons, attendez quand même. On va relativiser un petit peu tout ça. Les gens dont vous parlez, moi je suis au quotidien avec eux. Je suis au quotidien sur le terrain. Je comprends le constat que vous avez donné en termes économiques est le même que le mien sur place. Okay, on est d'accord sur le constat, on est d'accord sur... Maintenant, préciser que le vendredi en Tunis est méconnaissable, c'est peut-être mal connaître Tunis. Je suis désolé. Là, je parle en tant qu'homme de terrain, je ne parle pas en tant qu'expert dans un domaine. Que le terrain soit favorable, ce que vous avez dit, ce que j'ai répété également, vous avez raison. Le terrain est favorable. On peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que le terrain est favorable? Et là, on parle de rapport politique. Parce qu'on veut créer un terrain favorable. Je suis d'accord avec vous, mais attendons, petit à petit. Dans le cadre d'un agenda permettez-moi, bien défini, oui. Permettez-moi, je ne vous posais pas interrompu, si on peut avoir un échange. Allez-y, désolé. Blague, c'est pas de problème. Je trouve que l'échange est intéressant, j'aimerais qu'on continue ainsi. Donc, l'idée... Vous avez perdu l'idée. C'est pas grave. Vous avez perdu l'idée. Tunis, donc, n'est pas méconnaissable, selon vous, le vendredi, par exemple. Ni le vendredi, ni le jeudi, ni le dimanche. Tunis est conservatrice. C'est une ville où les conservateurs... Vous prenez comme exemple... Non, c'était pas ça l'idée, excusez-moi. Donc, on parlait du terrain favorable. Donc, le terrain favorable. Donc, on peut se poser les bonnes questions. Qui favorise ce dont vous parlez? Qui donne de l'argent au réseau dont vous parlez? Qui permet, et là on peut citer des noms d'hommes politiques, quand on entend Habib Louz, le député, parler et dire que le djihad, le djihad, je ne sais pas comment on peut appeler, le djihad, la guerre sainte. La guerre sainte, merci. Voilà. La guerre sainte est un devoir. On peut se poser des questions. Est-ce qu'il parle de Chambi ou pas? Là, moi j'aimerais bien aller lui poser la question à ce monsieur, à ce député qui a été élu. Est-ce que lui, il considère que Chambi, c'est de la guerre sainte ou pas? Là, on est clair. Il y a pas dans le gouvernement, c'est-à-dire dans la majorité de la Troïka, des gens qui peut-être sont favorables à cela. Maintenant, réellement, Semoulad, moi je considère que Tunis n'a pas changé en 2 ans. Elle n'a pas changé. Les gens que je côtoie sur le terrain sont les mêmes. Après, comme dans toute société, et spécifiquement lorsqu'il y a une crise, quand on sait que les antidépresseurs en Tunisie ont augmenté 400% depuis 2011, depuis le 14 janvier. Donc les gens vont mal, les gens souffrent. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent de la sécurité, ils souffrent du chômage. De l'inflation. Et c'est normal, quand on a un terrain aussi favorable, que certains peuvent se permettre, que ce soit à travers les mosquées ou autres. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les mosquées qui poussent à la violence, qui prêchent. Quand on voit, il y a toute une mafia qui a été arrêtée. Il y a quelques jours encore. Il y a une mafia économique qui a été arrêtée. Donc ce sont des gens qui se sont fait avoir parce qu'ils croient, ils sont mal dans leur peau. Les Tunisiens aujourd'hui est mal dans sa peau, donc il est normal qu'on peut les envoyer en Syrie. Et ça, c'est au rôle de l'État, c'est au rôle de la société civile, c'est au rôle de tout le monde, chacun de nous, d'aller sur le terrain et aider ces gens-là. Alors voilà, juste pour enrichir un peu le débat, et je suis vraiment désolé parce que c'est pas dans mes habitudes d'interrompre des gens intelligents et pertinents comme vous. Merci. De toutes les manières. Écoutez, prenons Tunis avant les événements du 14 janvier et prenons la Tunisie maintenant. On commence à découvrir qu'il y a une certaine volonté délibérée de pourrissement de la situation. Je vais vous donner quelques indicateurs. Chiffrés. Maintenant, on va parler chiffres. Allez, on passe aux chiffres. On passe aux chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire on ne peut pas quand même... Et ce sont des chiffres PI, Public Information. Bon. Voilà. Disponibles, quoi. Disponibles, oui, disponibles à tout le monde et accessibles. Ce sont des chiffres officiels même. La Tunisie a perdu 2 crans de sa note souveraine.
elle est classée maintenant sur un rang de 8 sur 10. Elle est proche de la Biélorussie. Vous voyez, c'est un état de non-droit. Bon. La Tunisie, en termes de liquidité, c'est un pays illiquide. Le taux de liquidité de la Tunisie, il est de 67,9%. Pour que les Tunisiens vivent aujourd'hui et pour que les banques tournent, la Banque centrale injecte à peu près 4 000 milliards. Le TMM a augmenté de 2 points. Je peux vous dire aussi que l'économie tunisienne est une économie classée comme une économie prématurée. Elle est très sous-capitalisée. L'investissement ou le pseudo-investissement qu'on a drainé était pratiquement quasiment nul. On n'a rien fait. Mis à part ça, bien qu'on a dit qu'il y a des files d'attente d'investisseurs, Golfic et autres, pour mieux encore, il y a aujourd'hui une volonté de brader la Tunisie. Il y a des banques qui sont mises sur la liste et qui sont mises sur la liste pour être restructurées et par la suite peut-être vendues. Il y a des hôtels et qui sont les fiertés et les bijoux de la famille. Il y a des biens confisqués et qui sont des biens et des entreprises, 529 entreprises à peu près, avec une capitalisation financière de 6 000 milliards qui drainent et qui sont efficients. Bon. On constate aussi que l'inflation, et ce qui me regrette réellement, qu'un officiel parle de 6,5%, alors que la Banque mondiale parle d'une inflation ressentie de 10%. 6,1%. 6,5%. Le dernier chiffre. Hein. Le dernier chiffre. Dans le communiqué de la Banque centrale. Banque centrale. C'est une honte, les 6,1%. Pour ouvrir une petite parenthèse, vite fait, est-ce que vous, en tant qu'expert en gestion des risques financiers, vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, la Banque centrale doit être indépendante? Non, la Banque centrale en Tunisie, elle ne peut jamais être indépendante. Elle ne pourra jamais être indépendante. Pourquoi? Parce que l'économie tunisienne n'est pas une économie de marché. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir mis Michel Liariali à la tête de la Banque centrale, c'est une mainmise sur la Banque centrale du gouvernement ou pas? Je pense que M. Michel Liariali, maintenant, il gère les finances de l'État au même titre que le ministre des Finances, au même titre que les autres ministres, ce qui est incompatible avec sa tâche. La tâche réelle d'un gouverneur de la Banque centrale, c'est l'émission de la monnaie, veiller sur la valeur de la monnaie et essayer d'équilibrer globalement les indicateurs macroéconomiques d'un pays. Bon, voilà. Mis à part ça, pour conclure, la Tunisie maintenant est un pays presque dans un état de banqueroute. Le taux d'endettement déclaré officiellement, c'est 48%, c'est-à-dire on divise la dette par le PIB qui est la création de richesse en une année. Mais sauf que cet indicateur est biaisé et faussé parce qu'on doit, selon les normes de l'FMI, on doit diviser la dette par les revenus d'État en monnaie étrangère. Ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas avoir un numérateur en dinars et un numérateur en monnaie étrangère. Et par rapport à ça, la Tunisie, elle est pratiquement, les dettes de la Tunisie sont actuellement représentent le double carrément de ses revenus. Mais le problème, c'est que où va-t-on dans tout ça? Maintenant, on est en train de s'endetter. On a pris des crédits au Japon. On a pris des crédits partout, du Koweït, du Qatar, partout. On a, en une année, en 2012, on a sorti sur le marché financier international, on a minimisé notre dette bilatérale et multilatérale, et on a, en tout et pour tout, pu avoir 5 000 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces 5 000 milliards? On a payé des salaires, et cette année, on a commencé déjà les 4 ou les 5 premières années par 3 590 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces... Mais qu'est-ce qu'on est en train réellement de faire? Et on veut confisquer des biens, on veut brader, on veut vendre. Mais on n'a pas quand même... je ne pense pas... honnêtement, je pense aujourd'hui qu'on peut même vendre des jardins publics en Tunisie pour arrondir nos fins du mois. Est-ce qu'on s'approche de la Grèce? Non, c'est un autre contexte. La Grèce, c'est un pays échafaudé par tout un système européen. La Grèce, sa faute, c'est de ne pas respecter ses équilibres en matière de déficit budgétaire. La Tunisie,
elle n'est échafaudée par quiconque. Et la Tunisie, elle navigue à vue. Maintenant, on peut atteindre facilement un déficit budgétaire à 9%. On peut atteindre donc un état d'impasse de liquidité, gap liquidity. Et le malheur qui m'inquiète et que beaucoup d'experts malheureusement n'ont pas évoqué, c'est le phénomène de growling peg. C'est-à-dire, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Et par rapport à ça, le service de la dette, il va augmenter. En même temps, le dinar glisse, moins 17% par rapport à l'euro, moins 9% par rapport au dollar. Donc, on est perdant sur un double sens. Et dans le même contexte, les marges qui sont flottants de nos dettes sont en train de s'accroître. Et les CDS, les Credit Default Swaps, ont passé d'avril 2012 à avril 2013 de 121 points de base à 223 points de base. 223 Donc points la de base. Tunisie, actuellement, je peux à peu près la situer dans le contexte d'un pays sud-américain dépendant totalement des bailleurs de fonds. D'ailleurs, on est dans un PRS, on est dans un programme de réforme structurelle. C'est un maquillage du mot passe et avec des instruments tels que l'IAS, etc. Très bien. Mais par rapport à tout ça, je vais juste conclure pour ouvrir un peu le champ à mon ami qui m'a vraiment fait appris beaucoup de choses aujourd'hui, ainsi que vous. On va parler, je préfère parler, si on continue sur ce chemin, est-ce qu'il y aura une implosion totale, une dislocation totale du tissu économique, surtout que vous avez évoqué le problème de la mafia. On ne parle plus de mafia, on parle d'économie souterraine qui représente aujourd'hui 33 milliards de dollars et qui œuvre dans tous les domaines. C'est-à-dire, on a, et c'est pas l'économie telle qu'on la montre, voilà, quelques Libyens ou quelques, bon, désolé pour l'ambassadeur libyen accrédité à Tunis, quelques Libyens qui font circuler de la marchandise sans valeur. Là, ça ne représente absolument rien, mais réellement, on a une économie maintenant bien tissée, bien ficelée, qui passe dans le contexte portuaire, dans le contexte aérien, etc., avec des certificats d'origine. Et vous voyez, Tunis, telle que vous la connaissez très bien, monsieur, elle est envahie par des souks, vraiment des bazars qui polluent la visibilité, etc. Mais pour enchaîner, je vais vous demander la parole pour passer par la suite à la quantification du coût terroriste si les choses continuent sur ce train. Justement. Alors, on va revenir un peu sur Jebel Sharm, parce que le sujet du jour, c'est l'impact économique de cet événement terroriste sur l'économie nationale. On reviendra sur ça juste après. Alors, la parole est à vous, monsieur Mehdi Lebel. Alors, où est-ce qu'on va, comme ça, finalement, quand on entend... Ça sera votre scoop. Voilà. Quand on entend monsieur Mourad El-Hattab parler, si je me mets à la place d'un téléspectateur, je me dis, bon, là, on est foutu. On est rentre dans un mur. Non. Écoutez, moi, je ne suis pas ici pour être le corbeau de mauvais augure. Mais vous êtes là pour dire ce qui se passe réellement. Les Tunisiens ont un grand défaut. Voilà, si on parle de vous, la moindre des choses, c'est on vous Google. C'est-à-dire, on met votre nom, prénom sur Google pour connaître un peu qui la est personne. La société ou les sociétés pyramidales qui ont arnaqué 51 000 Tunisiens, je pense que les gens qui ont placé leurs agents n'ont pas googlé la société. Et si vous mettez le nom de la société sur Google, vous allez découvrir une page web qui ne coûte même pas 500 dinars. Oui, vous parlez de la société... le fonds qui aurait peut-être acheté la BT, il n'existe même pas sur Google. Mais écoutez, là, les Tunisiens doivent assumer leurs responsabilités pour ne pas attendre Mourad El-Hattab ou quiconque pour dresser des tableaux noirs. Il faut aller chercher. Il y a des sites multiples. Il y a le site de la Banque mondiale, il y a International Crisis Group. Il suffit de faire un petit travail de recherche. Et écoutez, même la CIA, elle a un site accessible et elle a 454 agents de presse
qui suivent les événements au jour le jour et qui donnent des analyses. Donc, écoutez, l'information, elle est disponible. Il ne faut pas attendre qu'on fait une synthèse pour dire, voilà, le tableau, il est rose ou le tableau, il est noir. Tout à fait, tout à Alors, fait. justement, de toute façon, que le constat que vient de donner C. Mourad, et moi je le partage, l'économie va mal. Celui qui nie aujourd'hui que l'économie va mal ne dit pas la vérité. Ou ne vit pas avec nous. Ne vit pas avec nous, exactement. C'est-à-dire que ce soit en termes macroéconomiques, ce dont M. Mourad est expert, ou sur le terrain, ce que je pratique plus, moi, dire que l'inflation est à uniquement 6%, c'est irréel. C'est pas à se moquer du monde, mais c'est presque. Les gens, enfin, les Tunisiens, il faut les voir aujourd'hui. Donc, dans leur vie de tous les jours, ce n'est plus la même vie. On n'est pas à 10%. Non, la BAD allait déclarer 10,2%. Exactement. J'allais donner justement ce chiffre de 10%. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails économiques, mais réellement... Avec toute la crédibilité de la BAD. Oui, oui, bien sûr. Avec le constat est clair. L'économie va mal. Il ne faut surtout pas le nier. Que ce soit dans mon métier de pilote de ligne ou dans l'avion, il y a de moins en moins de tourisme. Les touristes ne sont pas là aujourd'hui. Donc réellement, est-ce que le pays est en train de faire entrer de l'argent? Moi, je ne le vois pas. La vie des Tunisiens est de plus en plus difficile. Ce dont parle C. Mourad, il donne deux choses extrêmement importantes à mon avis, et là, c'est là où je préfère parler, c'est au niveau, enfin, de manière politique, au niveau de la confiance et au niveau de la gestion. Je crois que les instituts de sondage qui existent, qui nous rabaissent notre note à chaque fois, le font sur le manque de confiance. S'ils avaient confiance en nous, quand je dis en nous, je ne parle pas tous les Tunisiens, je parle du gouvernement. S'ils avaient confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre les problèmes économiques, à ce moment-là, ils pourraient arrêter de faire descendre nos notes, rabaisser nos notes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Réellement, les instituts internationaux considèrent que le flou politique, le manque de visibilité, les échéances prochaines politiques ne sont pas là. Donc, forcément, on ne va pas dépenser de l'argent dans quelque chose qui n'est pas sûr. Très bien. Et le deuxième point, si vous permettez, c'est la gestion. La manière de gérer. La manière de gérer. La gouvernance. La gouvernance, voilà. Exactement. Et là, c'est un deuxième point politique. Là, réellement, c'est du politique. Les personnes qui sont à la tête du gouvernement aujourd'hui, sont-ils capables de gérer ces dons ou ces crédits, plutôt? Donc, c'est extrêmement important. Comme l'a assez bien rappelé C. Mourad, faire des crédits, si ce n'est pas pour investir, pour faire redémarrer la machine, on va tout perdre. On va se retrouver dans une crise. Moi, je considère qu'ici en Tunisie, et c'est là où le Jumhuri peut avoir un rôle important, je considère que le Jumhuri a des plans clairs au niveau économique. Et qu'on a des gens... L'expert est là. Quels sont vos plans clairs, alors? Tout à fait. Alors, nous, on considère que... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec les événements qui se passent, les événements terroristes au Jebel Charab, et qui ne favorisent pas le climat économique qui est déjà assez bombardé, assez miné en Tunisie? Jumhuri, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez sur le plan économique? Tout à fait. Nous, d'abord, c'est ça. C'est exactement les deux points dont a parlé C. Mourad. C'est la confiance et la gestion. On considère que d'abord, on doit avoir une stabilité intérieure du pays. Et là, c'est là où le terrorisme est un des principaux problèmes que nous avons pour résoudre les problèmes économiques actuellement. Exactement. Donc, on considère qu'il y a beaucoup de réformes à faire. Et là, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est-à-dire que il y a réellement une révolution à faire au sein de l'organisation du pays. Et nous considérons, et je considère, que nous avons les compétences pour. On les a testés, certains d'entre eux, on en a beaucoup d'autres qu'on connaît moins, mais au Jumhuri, nous avons la manière de faire pour réussir à atteindre nos objectifs. Quand on voit, par exemple, le gouvernement de M. Beji Caïd Sebsi, quand on voit des programmes qui ont été faits par... le plan Jasmin, entre autres. Entre autres, aller discuter... Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Une anecdote avec les G8. Exactement. C'est une anecdote pendant le G8 à Deauville. Donc il y avait les Tunisiens, il y avait les Égyptiens qui sont partis au G8, qui ont été invités au G8. Les Tunisiens étaient représentés par M. Yassine Brahim, M. Saïd Laïdi et M. Beji Caïd Sebsi. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils avaient déjà un plan déjà préparé. Les Égyptiens, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit « on a besoin d'argent ». Il y a une grande différence.
il faut avoir les capacités intellectuelles pour pouvoir discuter en face de gens du G8 et en face du FMI. Le FMI l'a bien dit. Et M. Mourad peut en certifier, je suis sûr. Ils ont bien dit qu'ils ne trouvaient pas de réponse valable en face d'eux pour négocier. Donc réellement, nous, au Joumoli, on considère que nous avons les personnes capables d'atteindre ce niveau de gestion. Donc ça, c'est un. Très bien. Et la confiance. Et la confiance. Je pense que la confiance du peuple est à gagner. Je partage le même avis. Bon, écoutez, la plus belle fille du monde ne peut pas donner plus qu'elle en a. Moi, je n'ai vu aucun CV sur le portail du gouvernement tunisien. Donc, je ne sais pas le degré de technicité des gens qui nous gouvernent. En matière de gouvernance, il doit y avoir deux conditions. On ne peut jamais contrôler quelque chose qui n'est pas organisé. Maintenant, la Tunisie, ce n'est pas un pays organisé. Donc, si on n'est pas organisé, on ne peut pas quand même gérer le chaos. Et on ne peut pas maîtriser quelque chose on ne peut pas contrôler quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, si un responsable issu, à titre d'exemple, de la filière laitière, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là peut contrôler une banque? C'est ça le dilemme maintenant en Tunisie. Maintenant, on est en train de placer partout, des milliers même, de responsables entre guillemets, des gens pour gérer les affaires parfois cruciales de l'État, sans que pour autant ces gens-là sont outillés techniquement pour piloter. Et je suis face à un pilote, un jeune pilote qui est la fierté de la Tunisie d'avoir un pilote de son âge, hein, formé certainement en Tunisie. Hein. Totalement en Tunisie. Voilà, donc c'est un produit purement tunisien et qui reflète... c'est justement pour ça, c'est parce que la Tunisie m'a formé qu'aujourd'hui je veux donner pour la Tunisie. Voilà, et c'est une reconnaissance précieuse parce que voilà la Tunisie qui a travaillé pendant 50 ans et qui a nous donné, en fin de compte, une haute valeur de... Et il en faut encore. Voilà, et bien sûr. Sauf que, donc, le contrôle, l'organisation ne doivent pas se faire à la hâte. Ils ne peuvent jamais, et on ne peut jamais réussir dans ces conditions-là. Si on continue sur cette manière, c'est-à-dire de disperser des gens issus de tout horizon, rien que par clientélisme, par appartenance sectaire, etc., on ne peut finalement atteindre que le chaos. On ne peut qu'heurter le mur. Ça, c'est évident. C'est-à-dire un job description pour embaucher quelqu'un, un animateur brillant tel que monsieur, il faut qu'il il répond à des critères dans un job description. Donc là, la gouvernance, elle est importante. Sauf que pour moi, je pense qu'il n'y a pas une volonté d'instaurer dans ce pays une bonne gouvernance. Ça, je suis sûr là-dessus. Tous les indicateurs... Peut-être que pour moi, c'est plus que ça. C'est un manque d'expérience. C'est un manque d'expérience. Et c'est vrai que l'envie, enfin, l'envie pour pouvoir mettre les bonnes personnes, du moment où ces personnes doivent être automatiquement partisans pour pouvoir les mettre, vous vous limitez. Vous vous limitez trop. Bien sûr. Et vous ne permettez pas aux gens, ce qui se passait à l'époque de Ben Ali se repasse aujourd'hui. Vous ne permettez pas aux gens qui sont compétents, qui ont travaillé pour justement arriver aux places qu'ils méritent. Oui, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, le dernier rapport de la Banque mondiale qui a été fait avec la BAD, etc., a confirmé que maintenant, en matière de gouvernance, il est accessible sur le site de l'AFBD, c'est-à-dire la BAD, que maintenant, le clientélisme sévit toujours, les commérages, etc., etc. Et ça, c'est un frein majeur au développement et à la croissance. Donc la croissance, aujourd'hui, elle n'est pas à l'ordre du jour, hein, ça c'est sûr. Sauf que, si vous voulez, j'enchaîne sur le terrorisme. Hein. Voilà, maintenant, justement, l'impact du terrorisme, des événements de d'abord, la Tunisie est un pays très faible, c'est-à-dire il est très faible en matière d'immunisation. Il nous reste que 5 minutes, hein, juste pour Oui, 5 minutes. Et il est très faible au choc
que ce soit exogène ou endogène, surtout lorsqu'il s'agit de chocs de grande ampleur. L'infrastructure en Tunisie, privée et publique, elle est évaluée de l'ordre de 22 milliards de dinars. Sauf que nos fonds, nos réserves techniques pour assurer ces infrastructures, ils ne dépassent pas les 2 millions de dinars. Donc on est couvert à raison de 5%, qui est un seuil très très faible, et en cas de choc, les dégâts ne seront plus irréparables. C'est ça mon scoop à peu près. Le taux de couverture donc, contre le risque terroriste en Tunisie, il ne dépasse pas 4 ou les 3% en termes pécuniaires. Ce qui est très très faible. C'est extrêmement faible, minime. C'est presque négligeable. On est même en dehors du seuil de confiance. Par rapport à cela, le risque terroriste, si jamais il se propage par rapport, maintenant on voit des barbus, on voit des gens d'un look un peu bizarre par rapport aux Tunisiens. Bon, je suis barbu, hein, au cas où vous ne l'aurez pas vu. Non, mais c'est une barbe. Non, les barbus. C'est plus appartenance à, à une secte. Voilà. Si on voit ces gens-là à Hammamet, je vous affirme, et d'après les données qui m'ont été communiquées, parce que hier, la responsable des études au niveau de l'ONTT, elle a parlé d'un maximum de diminution du flux transactionnel en matière du secteur touristique pour l'année 2010 de 3%. Et 3%, ça se passe même dans les années habituelles. Donc exact. 3%, c'est rien du tout. Beaucoup d'hôteliers, beaucoup des gens du métier parlent aujourd'hui, d'après leurs estimations, d'après les bases de données qu'ils collectent, qu'on pourrait facilement être à une chute, à une régression qui peut frôler les 35%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Voilà, je vous rappelle quelques chiffres par rapport au tourisme. Le tourisme, il procure 19% du PIB directement et indirectement. Il fait tourner à peu près 2 millions de la population active. Il, en quelque sorte, il échafaude, il permet de régulariser le déficit commercial à raison de 62%, et il paye 24% de nos dettes, surtout que nos dettes augmentent. D'autant plus que le tourisme, maintenant, il est menacé par une dislocation à travers un projet de loi qui veut instaurer une société qui s'appelle AMC, Asset Management Company, mais elle ne fait pas la gestion d'actifs, elle veut uniquement brader quelques sociétés touristiques, soi-disant pour des raisons d'accrochage de leurs dettes auprès des banques, alors que le taux d'accrochage des dettes hôtelières ne dépasse pas la moyenne sectorielle. Donc le secteur clé, à mon sens, est actuellement dans une grande, dans la tourmente. Très bien. Et tout le monde doit bouger. Je mouris. Alors, monsieur Mehdi. Bien sûr. Allez-y. Exactement. Donc, par rapport à ce qu'on a entendu. Le constat, je crois qu'il est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, réellement, on va terminer avec vous. Aujourd'hui, réellement, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer ces terroristes Ajbel Charambi, je sais que l'armée est là-bas, la garde nationale sont tous là-bas. Totalement. Aujourd'hui, il faut qu'on mette fin à ce terrorisme pour justement pouvoir remonter nos chiffres et regagner la confiance des banques ou des organisations internationales pour qu'on puisse avancer au niveau de l'économie nationale. Je vais essayer d'être un peu plus optimiste, étant donné que je fais, peut-être que c'est dans votre nature. C'est dans ma nature, exactement. Donc, d'abord, il faut, là aujourd'hui, au nom du Jumhur et en mon nom, c'est la gratitude totale envers les deux sergents, Mourad et Yassine, qui ont été blessés. Il n'y a pas que d'ailleurs, oui, il n'y a pas que. Plus, hein. C'est les deux noms qui sont sortis pour le moment, j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, j'espère qu'on connaîtra les autres. Je considère que ces gens-là sont les héros de la Tunisie actuelle. Ils sont en train de se battre contre le terrorisme. Notre armée est en train de se battre. On doit tous être derrière notre armée. Solidaires. Solidaires, complètement derrière notre armée. Je crois aussi que c'est vrai que les choses vont mal, mais que les carottes ne sont pas cuites complètement. Les carottes sont mi-cuites. Je crois qu'il faut que la société civile a son rôle,
que les partis politiques ont un rôle à jouer. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec le dialogue national est une bonne chose pour le pays. Espérons que ça réussisse. Malgré que Nidetoun s'est retiré et que le JTT n'a pas voulu... Non, Nidetoun s'est retiré pour une réunion et après est revenu. Donc je crois que Nidetoun et comme le Jumhuri, les deux veulent faire réussir ce dialogue national. Et pour tout ça, pour faire gagner du temps. Car le temps aujourd'hui, comme l'a si bien dit, c'est de l'argent. C'est plus que de l'argent. Aujourd'hui, le pays est incertain. Très bien. Incertain politiquement, incertain économiquement, et on espère tous. J'aimerais juste revenir avec vous, si Mourad Al-Hattab, juste sur un sujet, si Hossein Dimessi a fait une déclaration. Donc je cite l'ex-ministre des Finances dans le gouvernement de Hamadi Jbeli. Hossein Dimessi prévoit une suspension des exportations de la Tunisie vers l'étranger et une fonte des réserves en devises du pays si l'inflation se poursuit. D'après une interview publiée ce vendredi 10 mai par Sabah News, Hossein Dimessi estime que le montant des salaires à payer par l'État dépasse de loin le rythme de croissance de l'économie nationale et le versement de nouvelles augmentations ne pourrait qu'amplifier le phénomène de l'inflation, dont le taux serait de l'ordre de 6,1% en mai 2013. L'ex-ministre des Finances considère que seule une dévaluation du dinar tunisien pourrait permettre à l'État de continuer à exporter et à rembourser ses crédits, notamment ceux contractés auprès du Japon. Est-ce que vous partagez ces propos ? Je ne partage pas. Hein. Là, c'est la théorie néo-keynésienne. Elle date des années 38. Je suis très fier de mon professeur, M. Hossein Dimessi, mais il nous surprit parfois par des idées un peu extravagantes en termes économiques. Maintenant, on doit parler dans une logique monétariste beaucoup plus sophistiquée. Le dinar glisse, donc il n'y a pas de raison pour le dévaluer. Le fait y est. Si on dévalue et on glisse, donc on va se retrouver en fin de compte carrément dos au mur. On doit sauver ce qu'on peut sauver. Moi, je pense que la solution, de toutes les manières, elle n'est pas économique, parce que maintenant, on n'a aucune marge de manœuvre. Le gouvernement actuel, il s'accapare de tous les rênes du pouvoir, et il est dans un bloc étanche par rapport aux experts, par rapport à tout le monde. Donc, la solution, elle ne pourrait jamais être dans des déclarations, que ce soit keynésienne ou keynésienne. Là, je vois un peu l'esprit de Milton Friedman qui essaye de faire l'équilibre entre les prix et la monnaie. Mais moi, je demande maintenant aux grands partis de se réunir, de faire un bloc de résistance, carrément, avec un programme unifié. Écoutez, émietter les programmes, ça ne fait que disperser. C'est exactement la première chose que nous avons fait au niveau de l'Union, juste pour vous donner l'information. La première commission que nous avons mise en place dans l'Union pour la Tunisie, c'est la commission programme. Et la commission programme travaille déjà. Mais monsieur, vous travaillez... Mais il y a 1000 commissions programme en Tunisie maintenant. Wallahi, honnêtement, moi, lorsque je vois... Maintenant, en Tunisie, la configuration politique, moi je ne parle pas beaucoup politique, hein, mais la configuration politique, elle est basée sur 3 ou 4 piliers. Si on s'émiette, là, c'est une catastrophe. S'il n'y a pas des blocs, c'est dans tous les pays du monde. C'est une évidence. C'est-à-dire que chaque semaine, on parle d'une nouvelle alliance. Chaque semaine. Et le Tunisien, croyez-moi, hein, moi, je suis issu d'une famille modeste, j'habite un quartier normal de Tunis, je côtoie des gens de toutes les franges sociales. Le Tunisien ne veut plus parler des partis politiques. Tout le monde dit que les partis politiques et la question du Doustour et la question de l'ANC nous a ruinés complètement. Maintenant, écoutez, 17% des Tunisiens, monsieur, ne mangent pas de la viande. Ah oui, mais je le sais. 39,5% des Tunisiens ne mangent pas de la viande rouge, qu'à raison de 2 kg par mois. Maintenant, on a un taux de pauvreté de 29,6%. On a une classe flottante, c'est-à-dire une classe qui peut basculer facilement vers la pauvreté de 14%. Mais où va ce pays avec ces milliers de têtes pensantes et ces milliers de partis qui ressemblent beaucoup plus à des champignons? Moi, personnellement, pour moi, il doit y avoir 3 ou 2 blocs avec l'appui de 2 grandes institutions qui ont fait l'histoire de ce pays, le JTT, l'UTICA, et les partis que vous connaissez certainement.
je ne veux pas citer des noms, les partis de masse maintenant, qui peuvent contrecarrer ces fléaux, et là, ça s'arrête là. El Jumhouri est exactement dans le Moi, même je ne optique. critique pas le Jumhouri, mais le fait de se réunir dans un bureau avec des verres de thé pour écrire et pour réécrire, le Tunisien n'a plus besoin de ça. Là, vous avez caricaturé avec le verre de thé. Par contre, ce qui est Non, intéressant... parce que généralement, j'ai assisté à des réunions où il y a beaucoup de thé et beaucoup de café aussi. C'est un honneur pour le Jumhouri de vous inviter, parce que pour nous, on a besoin d'experts et on utilise les experts. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement ne vous utilise pas, monsieur, ne vous appelle pas. Vous avez rappelé que c'est un bloc étanche, qui n'ont besoin de personne. Non, moi aussi, je n'ai pas besoin du gouvernement. Hein. Oui, non, mais le Jumhouri a besoin des compétences de ce pays. Et dès qu'on peut avoir une information, on la cherche, on cherche à l'avoir. Voilà, voilà, en tout cas, très bien. Merci à vous, M. Mehdi El Beaï, membre du bureau politique du parti El Jumhouri, d'avoir assisté à cette émission. Et merci M. Mourad El Hattab, expert en gestion des risques financiers. J'espère qu'on a pu répondre à vous, à la maison, à vos questions, à vos petites paniques aussi. La Tunisie va encore bien quand même, ça va. Mais il faut réagir, selon M. Mourad El Hattab, vite et bien, et surtout main dans la main, car l'union fait la force. Il faut résister. Voilà, et l'union fait la force. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec beaucoup de patience. On a parlé beaucoup d'économie, un peu de politique quand même. La prochaine émission, ça sera basée, je vous le dis dès tout de suite, sur le tourisme tunisien, car on est rentré dans la saison touristique. Merci de nous avoir suivis. Restez sur notre chaîne. On se retrouve lundi prochain à 20h15 sur la même chaîne, sur Tonosnet TV. Bonne fin de soirée. Au revoir.